Hello there. Hey, bonjour à tous. C'est Mers qui est avec vous pour ce cours de sécurité informatique de cette semaine numéro 5. Cette semaine, nous allons avoir un cours sur la cryptographie. Donc, c'est le premier cours d'une série de deux. La semaine prochaine, le cours suivant, ça va être un cours, c'est la suite sur la cryptographie. On va commencer avec la première partie sur la cryptographie cette semaine. Donc, la cryptographie, on va vous parler un petit peu de la définition de la cryptographie, le chiffrement. Les premiers modèles de chiffrement, on va parler de quelques modèles qui ont existé dans le passé. Ça va être plus facile à comprendre avec les vieux modèles. Ensuite de ça, on va parler de la communication chiffrée et déchiffrée pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus moderne, de plus contemporain de ce qu'on fait aujourd'hui avec le chiffrement. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, Cryptos, c'est un mur qui existe qu'on retrouve dans au quartier général de la CIA à Langley, en Virginie. Il est divisé en 4 sections. Vous avez un exemple de photo ici. 3 des 4 sections ont été déchiffrées. Donc, c'est des messages qui sont chiffrés sur cette sculpture-là. Il y en a 3 sur 4 qui ont été déchiffrés. Ça a été créé par un ancien agent spécialisé en cryptographie qui travaillait évidemment pour la CIA. Donc, ceux qui s'intéressent, ça peut être un petit élément là, de voyage qui peut être intéressant. Définition de la cryptographie. Donc, le chiffrement, c'est l'art de rendre un message indescriptible. Donc, crypté, ou crypté en français, un message permet de transformer un message en clair en un message illisible qui peut être lu que par celui ou celle qui possède la clé. Donc, vous avez un petit dessin ici qui nous permet un peu de comprendre ce qui se passe. On a un texte clair qu'on est capable de lire, peu importe la langue. On va crypter le message à l'aide d'un chiffrement. Ce chiffrement-là a été fait à l'aide d'une clé qui va donner un texte chiffré qui est illisible. Donc, la personne qui reçoit le texte chiffré ne peut pas le lire à moins d'avoir la clé. Avec la clé, on peut décrypter le message pour revenir au texte clair. Donc, ça me permet de lire le message. Donc, crypter et les dérivés ne sont pas français. On doit parler de chiffrer en français, de chiffrement ou, à l'inverse, déchiffrer, etc. Perfect. Donc, si on compare avec les cours qu'on a faits précédemment, chiffrer, ce qu'on regarde aujourd'hui, comparativement à hacher, ce qu'on a fait dans les semaines précédentes. Donc, chiffrer, c'est un processus réversible pour celui et celle qui possède la clé. Donc, on dit généralement utilisé pour les transports de données. Donc, on chiffre les données, on les transporte. Une fois rendues à destination, on peut les déchiffrer pour être capable de les relire. Le résultat du chiffrement dépend de la clé utilisée. Plus la clé est longue, plus le chiffrement sera difficile à casser. Contrairement à ce qu'on a fait les semaines précédentes, on a vu les fonctions de hachage. Le hachage, c'est un processus qui est irréversible, normalement, si c'est un processus qui est bien fait et qui est moderne. Généralement utilisé pour le stockage de données. Le résultat du hash est une série unique de X caractères selon le protocole utilisé qu'on a vu dans les semaines précédentes, comme par exemple SHA 256 ou quelque chose comme ça. Le phénomène de collision est de plus en plus démontré par l'intelligence artificielle. Donc, un hash, on dit, peut être identique pour 2 messages. Donc, c'est la petite particularité. Donc, en résumé, un hash va donner un résultat de X caractères, mais normalement ne peut pas être déchiffré en temps normal. Okay? Donc, on ne peut pas utiliser une clé pour le déchiffrer. Par contre, le chiffrement, lui, c'est le contraire. Le but, c'est qu'à l'autre bout de la ligne, à l'autre bout, on soit capable de le déchiffrer pour être capable de le relire à nouveau. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Section 2, modèle de chiffrement. Donc, il existe plusieurs modèles. On va regarder principalement aujourd'hui des vieux modèles qu'on va essayer de comprendre. On va pouvoir au moins avoir dans l'idée comment ont été faits ces modèles de chiffrement-là. Il y en a qui datent de plusieurs années. À l'origine, le chiffrement était surtout utilisé en temps de guerre pour être capable d'envoyer des messages pour que les adversaires ne soient pas capables de les déchiffrer. Donc, il y a plusieurs modèles qui existent. À la base, le chiffrement est quelque chose d'un peu plus mathématique qu'informatique à la base. Mais avec l'arrivée des machines, on a réussi à rendre le chiffrement un peu plus informatique. On va utiliser dans l'histoire l'informatique à un certain moment donné
pour nous permettre de déchiffrer et aussi de faire des chiffrements plus efficaces. Donc, un des modèles de base qu'on utilise toujours dans les exemples, c'est le chiffre de César. Le chiffre de César parce que c'est un chiffrement qui est assez facile à comprendre dans notre mode de pensée. Donc, la méthode de décalage des lettres selon un chiffre choisi. Donc, vous avez un exemple ici, si le chiffre est 3. Donc, si on fait un décalage de 3 chiffres, vous avez dans le petit tableau qui est ici, on a exemple la lettre B. Ça, c'est la lettre d'origine. On fait tout simplement la décaler selon notre alphabet connu de 3 chiffres. Donc, B, on va le décaler de 3, ça va devenir C, D, E. Donc, notre B va devenir un E. Donc, on prend le message d'origine. Chacune des lettres, on les décale de 3 dans l'alphabet. Ça va donner la nouvelle lettre. Ce qui va donner normalement peut-être quelque chose qui n'est pas lisible. Puis, rendu au bout, bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on redécale de 3 vers la gauche de notre alphabet pour retrouver le message original. Nom de Zeus! Fait que vous avez un exemple ici. Vous avez le mot salut qui devient VDOXW. Donc, si je vais voir, je vous montre un exemple. Sur certains sites web nous permettent de faire exactement ce chiffrement-là. Donc, le chiffre de César, sur un site web, le site descodes.fr que je vous avais montré précédemment dans des cours, si je mets le mot « salut » ici comme message d'origine, donc si vous suivez ma souris ici, regardez, j'entoure, je mets le mot « salut », je mets, selon le chiffrement par code de César, je mets un décalage de 3 avec l'alphabet connu qui est ici. Je clique sur « Chiffrer par code César ». On voit le résultat qui apparaît ici. Donc, on va chiffrer. Le résultat va donner VDOXW. Si on regarde ce qu'on avait dans les notes de cours, on avait comme résultat ici VDOXW. Tout simplement en décalant la lettre S de 3, ça donne un V. La lettre A de 3, ça va nous donner un D, etc., pour arriver à ce chiffrement final-là. Il y a d'autres sites web qui nous permettent de faire ça, mais je voulais vous montrer que c'était quelque chose d'assez simple. Le chiffre de César, on a tout simplement à décider, on fait un décalage de combien. Puis si on connaît bien notre alphabet, on fait tout simplement le décalage. On pourrait le faire avec une feuille de papier avec l'alphabet, sans avoir une machine informatique qui nous aide à le calculer. Ça serait assez simple à trouver. Donc, on dit que c'est un chiffrement qui est très simple. On appelle ça la substitution mono-alphabétique. On peut décaler vers la droite ou vers la gauche. Donc, à l'origine, on aurait pu décaler vers la droite, décaler vers la gauche, puis quand vient le temps de déchiffrer, on fait l'inverse. On décale un nombre de lettres prédéterminées. Dans notre cas ici, c'était 3. Donc, ça, c'est le vieux modèle, le modèle des chiffres de César. Perfect. Il existe d'autres modèles. Il y a le modèle du chiffre de Wigner. Donc, le chiffrement par substitution polyalphabétique. Donc, si on regarde, la même lettre peut être remplacée par des lettres différentes, selon la position de la lettre en clair. Donc, on va prendre la position de la lettre en clair. Admettons, on pourrait dire que toutes les lettres A vont être remplacées, mettons, par la lettre E. Toutes les lettres B vont être remplacées par la lettre X. Puis on y va comme ça selon un espèce de tableau. Puis on réussit à encoder, à chiffrer notre document original pour en faire un nouveau document qui devrait être illisible pour celui qui tombe dessus, à moins de connaître le modèle qu'on a utilisé. Perfect. Donc, depuis ce temps-là, il y a plusieurs variantes qui sont apparues depuis. Le positionnement est remplacé par une clé. Donc, au lieu d'utiliser le positionnement, on peut utiliser une clé qui va nous permettre de changer le message d'origine. Les lettres sont alors remplacées selon un tableau en lien avec la clé et la lettre. On va vous montrer un exemple ici, selon la table de Wigner. On prend encore une fois notre mot en clair qui est égal à salut. On va utiliser, par exemple, ici une clé. Une clé qui a le même nombre de lettres que la lettre d'origine, que le mot d'origine. Mettons, notre clé, ça serait M-E-M-O. Donc, selon le tableau, la table de Wigner qui est ici, on va y aller lettre par lettre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, le S, on va le passer dans notre tableau qui est ici. Si je prends la lettre S, si vous êtes capable de suivre ma souris, la lettre S qui est ici, selon la table de Wigner, la lettre de remplacement, ma clé, c'est le M. Donc, je prends la lettre S qui est ici, je descends dans mon tableau jusqu'à la lettre M. Dans ma lettre M, j'arrive ici. Ce que je trouve comme résultat, S, M, va me donner, selon le tableau qui est ici, la lettre E.
Regardez, je l'entoure avec ma souris, si vous êtes capable de suivre ma souris. Oups, il ne fallait pas que je fasse ça. Donc, ça donne comme résultat la lettre E. Donc, mon mot chiffré va donner la lettre E. Je recommence. Je refais la même chose pour la lettre A de mon mot salut. Selon ma clé, c'est la lettre E qu'il y a dans ma clé. Donc, A et E. Ce que je retiens, c'est A. Ensuite de ça, c'est E. Selon le tableau, je vais à la lettre A. Je descends jusqu'à la lettre E. Le résultat, regardez, je l'entoure avec ma souris ici, c'est E. Donc, dans mon mot chiffré ici, je vais avoir comme deuxième lettre la lettre E. Je refais le même processus pour la troisième lettre de mon mot salut, qui est le L. Dans ma clé en bas, j'ai la lettre M. Donc, je prends L et M. Je vais voir dans mon tableau. Donc, dans mon tableau, la lettre L, je descends jusqu'à la lettre M et je trouve ici un X. Donc, L et M, selon le tableau, la table de Wigner, je trouve la lettre X. C'est un peu comme si on jouait à Battle Chips, là. Donc, ici, dans le résultat, je vais avoir la lettre X, si vous suivez bien ma souris. Ensuite de ça, pour la lettre U, dans ma clé, la correspondance, c'est la lettre O. Donc, je prends encore une fois la table de Wigner et je m'en vais à la lettre U. Et pour ma clé correspondante, c'est la lettre O. Je descends jusqu'à la lettre O qui est ici. Et je trouve comme résultat, selon la table de Wigner, la lettre I. Donc, dans mon résultat, je vais aller indiquer ici, regardez en haut de ma souris, j'ai la lettre I. Et finalement, la dernière lettre de mon mot salut, c'est le T. Dans ma clé correspondante, c'est le M. Donc, je vais dans la table de Wigner voir la correspondance entre T et M. Donc, T, je descends jusqu'à la lettre M. Dans la lettre M, ici, je vais avoir la lettre F selon la table de Wigner. Donc, je vais aller inscrire comme résultat de ma lettre F dans mon mot chiffré. Donc, le résultat de la table de Wigner avec le mot salut et la clé MEMOM va donner comme résultat EEXIF. All right, all right, all right. Donc, vous voyez que on est parti du mot salut, qui était mon mot en clair. Le résultat, après avoir passé dans la table de Wigner avec la clé MEMOM, donne EEXIF comme résultat. Donc, c'est quand même quelqu'un qui tombe sur EEXIF. Si ce n'est pas de quelle façon ça a été chiffré, ben, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, si on regarde, il y a le même site web qui permet de faire ce genre de chiffrement-là, le chiffre de Wigner. Donc, ici, je vais utiliser la même procédure pour le chiffre de Wigner. Je vais rentrer comme message d'origine le mot « salut ». La clé de chiffrement MEMOM, comme il y avait dans le PowerPoint. L'alphabet utilisé, ben, c'est notre alphabet qu'on connaît déjà. Je clique tout simplement sur « Chiffrer ». Donc, j'ai le mot « Salut ». J'ai la clé de chiffrement MEMOM. Il va utiliser la table de Wigner pour trouver la solution. Comme solution, il va trouver EEXIF. Donc, c'est ce que j'avais ici dans mon PowerPoint. EEXIF. Il va donner exactement le même résultat qu'on a trouvé dans ma table de Wigner. Donc, ça, c'est un deuxième modèle de chiffrement. Il est un petit peu plus complexe, mais évidemment, avec les années, il est très connu. Donc, si vous tombez sur une chaîne de caractères, vous pouvez tester l'inverse de déchiffrer. Puis évidemment, bon, c'est un modèle assez facile à comprendre. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ben, les Allemands ont utilisé une méthode de chiffrement pour s'envoyer des messages. Donc, on parle de la machine à rotor. C'était un des modèles de chiffrement là, les plus modernes à l'époque. On disait que c'était un modèle de chiffrement qui était indéchiffrable. Donc, un certain nombre de rotors modifiaient les lettres selon la position des rotors. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous l'expliquer. Si on regarde la machine, c'était vraiment une machine qui était faite de façon qui utilisait l'électricité, qui utilisait aussi la mécanique pour chiffrer un message, puis ensuite de ça, être capable de le déchiffrer pour celui qui recevait le message. À cette époque-là, on chiffrait le message, on l'écrivait sur une feuille de papier, puis à ce moment-là, il était envoyé à destination, puis il fallait avoir le même type de machine pour être capable de le déchiffrer. Donc, si on regarde, la position initiale des rotors constituait la clé. Donc, dans l'image qui est ici, vous ne le voyez pas très bien, là, mais il y a des petites roulettes qu'on plaçait à des endroits différents. Ça constituait la clé
pour chiffrer le message. Puis à ce moment-là, ben, la machine, on appuyait sur les touches comme une machine à écrire. Puis il y a des lumières qui s'allumaient pour nous indiquer le résultat du chiffrement. Les personnes prenaient en note la lettre. Donc, ce n'était pas enregistré dans un ordinateur à ce moment-là. C'était fait vraiment manuel. Il y a une lumière qui s'allumait pour nous indiquer c'était le résultat de la lettre. Puis on l'affichait tout simplement. Donc, on dit le modèle de la machine Enigma à 3 rotors. Ça a été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands changeaient la clé à tous les jours. Donc, la clé de chiffrement, il a changé à tous les jours pour que ce soit difficile à déchiffrer. La machine à écrire permettait de chiffrer et déchiffrer les messages, donc les deux, à l'aller et au retour. Alan Turing, père de l'informatique moderne, avec l'aide d'une autre personne, a réussi à déjouer Enigma, donc à déchiffrer comment ils faisaient les Allemands pour chiffrer leurs messages. Donc, il y a eu un film qui a été fait là-dessus récemment là, avec des acteurs connus. Je vais vous mettre la bande-annonce à la fin de mon vidéo. Pour ceux qui voudraient utiliser, par exemple, ils voudraient joindre l'utile à l'agréable. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est juste si vous cherchez, par exemple, un film à écouter cette semaine, vous voulez faire écouter un film, voyons, je pourrais dire, contemporain qui parle de cette histoire-là, ça peut peut-être vous intéresser, ça va joindre l'utile à l'agréable. Pour y écouter ce film-là. Sinon, en attendant, juste, je vous montre un petit vidéo qui explique comment la machine en rotor fonctionne. Donc, je vous montre le petit vidéo. C'est en Allemagne que fut mise au point, au début des années 20, la première machine à crypter destinée aux banques et aux entreprises désireuses d'assurer une confidentialité à leur échange. Adoptée par l'armée allemande, Enigma ressemble à une machine à écrire. Elle comporte 3 parties principales. Un clavier pour entrer le texte en clair, une unité de codage pour changer ces lettres en texte chiffré, et un tableau lumineux pour afficher les lettres cryptées. Comment fonctionne-t-elle ? L'opérateur place les 3 codeurs ou roteurs dans la machine, dans un certain ordre, par exemple 1, 3, 2. Par la suite, il règle la position de départ des codeurs par rotation. Par exemple, 0,2 pour B sur le premier codeur, aligné au 24 pour X du second codeur, aligné au 0,6 correspondant au F pour le troisième codeur. Enfin, il branche les câbles du tableau de connexion à fiches. Ces derniers permettent de chiffrer un message de façon encore plus complexe en inversant 6 paires de lettres sur le clavier, de sorte que E est permuté avec D, R avec X, etc. Enigma est prête à servir. L'opérateur entre la première lettre du message. Un courant électrique passe du clavier au tableau de connexion, puis aux 3 codeurs. Le courant électrique retourne ensuite par une voie différente au tableau lumineux, où il allume une ampoule indiquant la lettre chiffrée. À chaque frappe sur le clavier, le rotor 1 tourne d'un cran. Après 26 frappes, le rotor 2 tourne également d'un cran. Puis, quand le rotor 2 a avancé de 26 crans, le rotor 3 avance à son tour d'un cran. Lorsque le message est chiffré, il est transmis par radio à l'aide du code Morse. Enigma offrait à l'époque le cryptage le plus élevé de toute l'histoire du codage. Il est possible de calculer le nombre de clés potentielles. Chacun des codeurs ou roteurs peut être réglé sur une des 26 positions. Il y a donc 26 que multiplie 26 que multiplie 26 dispositions, soit 17 576 possibilités. Les 3 roteurs, eux, peuvent être placés selon 6 dispositions. Le nombre de branchements possibles du tableau de connexion affiche, en appareillant 6 fois de lettres parmi les 26 de l'alphabet, est un nombre énorme. 100 391 791 500 possibilités. D'où le nombre total de clés possibles est le produit de ces 3 facteurs, soit 10 millions de milliards de combinaisons différentes. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne disposait, avec ses 30 000 Enigma, du système de cryptographie le plus sûr au monde. Mais pas inviolable,
contrairement à ce que pensaient les cryptologues allemands. En effet, des machines furent en mesure de décrypter Enigma. Celles-ci furent appelées des bombes par leurs concepteurs, deux mathématiciens, le polonais Marian Rejewski tout d'abord, puis le britannique Alan Turing. Donc, ce petit vidéo-là vous explique un petit peu comment la machine à rotor fonctionnait. Je vous rappelle qu'en fin de vidéo, je vais vous mettre la bande-annonce du film qui parle de cette histoire-là. Naturellement, toutes ces vieilles méthodes de chiffrement ont été cassées. Donc, on a réussi à déchiffrer. Donc, dans les habitudes des gens, ces méthodes-là sont trop faciles, on est capable de les déchiffrer. Donc, des méthodes de chiffrement symétriques sont apparues, puis des méthodes de chiffrement asymétriques sont apparues aussi. À l'aide des ordinateurs, maintenant, on peut faire des chiffrements un peu plus complexes et plus difficiles à craquer. Donc, on vous montre un modèle, les vieux modèles symétriques. Donc, le fameux modèle DES, créé en 1975. On avait un bloc de 64 bits. On avait une clé de 56 bits. Le résultat de ce chiffrement-là a été rendu non sécure à la fin des années 90. On dit là-dedans que ça se casse en quelques heures. Donc, avec les ordinateurs d'aujourd'hui, si quelque chose a été chiffré avec ce modèle-là, DES, on est capable de le déchiffrer en quelques heures aujourd'hui parce que l'algorithme pour faire ce chiffrement-là est connu. Il y a le modèle 3DES qui a été créé en 1999. Au départ, on prenait un bloc de 64 bits. On avait une clé de 112 ou de 168 bits. On permettait de chiffrer, de déchiffrer et de chiffrer. On utilise 2 ou 3 clés pour faire le chiffrement. Puis on considère maintenant qu'avec les systèmes d'aujourd'hui, il est désuet depuis 2017. Donc, c'est des vieux modèles qui étaient utilisés, qu'on croyait à ce moment-là indéchiffrables, mais qu'on a réussi quand même à déchiffrer au cours des dernières années. En communication, comment on fonctionne? Donc, section 3, maintenant, aujourd'hui, on s'envoie des messages, on utilise le web, on utilise Internet pour s'envoyer différents messages, mais certains sont chiffrés, certains ne sont pas chiffrés. Donc, nous avons des échanges entre deux ordinateurs qui s'effectuent grâce à des protocoles de communication. Bien évidemment, tout le monde, on connaît le protocole Ethernet pour la communication de niveau 2. Il y a le protocole IP qui nous permet des communications à 3 niveaux. Il y a le TCP ou UDP qui nous permet la communication à 4 niveaux. Puis il y a différentes applications aussi qui utilisent des communications à 5 niveaux. Pour analyser un échange sur le réseau, il faut écouter le dit réseau, le network sniffing. Donc, il existe des logiciels qui nous permettent, en bon québécois, de sniffer le réseau pour pouvoir voir ce qui passe sur la bande passante, pour pouvoir extraire les données de cette bande passante-là. Puis si ce n'est pas crypté, on va pouvoir voir en clair ce qui passe sur le réseau. Donc, exemple, si vous envoyez un mot de passe qui n'est pas crypté, quelqu'un qui va lire sur la bande passante, qui va sniffer sur le réseau, va être capable d'enregistrer les données qui passent sur le réseau et voir vos mots de passe passer en clair. Donc, évidemment, ce n'est pas très sécure. Donc, l'écoute du réseau, on nous dit le sniffing est une attaque passive qui permet d'écouter les communications sur un réseau et de capturer les informations importantes. Ainsi, toutes les communications non chiffrées peuvent être capturées, analysées et potentiellement utilisées contre vous. Comme je viens de vous dire, si vous avez un petit logiciel qui vous permet de sniffer comme ça, vous allez pouvoir voir les messages qui passent en clair si les communications n'ont pas été cryptées. Donc, on dit naturellement, il est relativement simple de se protéger contre ce genre d'écoute. Il suffit simplement de chiffrer les communications. C'est pour ça que maintenant, sur le web, au lieu d'utiliser le protocole HTTP, on va utiliser le protocole HTTPS, qui est un petit peu le même type de protocole, mais qui est chiffré. Donc, si vous allez sur un site de transaction bancaire, souvent, il va utiliser le protocole HTTPS. Donc, il va chiffrer toutes les données avant de les envoyer sur Internet. Puis, à l'autre bout, mettons, votre institution bancaire va recevoir les données qui vont être déchiffrées, ensuite de ça utilisées. Si vous faites des transactions, exemple, transférer des fichiers, on va utiliser souvent le protocole FTP. Donc, si vous utilisez le protocole SFTP, qui va être chiffré, va vous permettre d'envoyer des fichiers et de recevoir des fichiers de façon sécuritaire. Donc, les fichiers vont être chiffrés. Même chose pour se connecter à un serveur, par exemple, on va utiliser le protocole SSH. Le protocole SSH, c'est ce qu'on va faire dans le laboratoire qu'on va vous remettre cette semaine. On va utiliser
Telnet pour envoyer en clair des données sur un serveur ou recevoir des données d'un serveur. Mais on peut aussi utiliser le protocole SSH qui va nous permettre d'envoyer des données sécurisées à l'aide de clés et de recevoir aussi des données sécurisées à l'aide de clés. Donc, il va y avoir un échange de clés qui va se faire, qu'on va utiliser dans le laboratoire pour nous permettre de faire des échanges sécurisés avec un serveur. Il y a évidemment le protocole VPN qu'on va utiliser aussi si vous faites votre travail à distance pour se connecter au serveur du cégep. Donc, va nous permettre de crypter et décrypter les données pour pas que ce soit visible en clair. On dit, faites attention, on a dit que tous les protocoles de chiffrement ne sont pas nécessairement sécures. Donc, si vous regardez les vieux protocoles comme DES, etc., c'était des protocoles qu'on a réussi à craquer évidemment un jour, puis qu'on a réussi à utiliser, même si on n'avait pas, on ne connaissait pas les clés de chiffrement, on réussissait à déchiffrer ces protocoles-là. Donc, si on regarde la communication en clair, on analyse la communication en clair. Si, par exemple, vous avez le protocole FTP, ou une trace FTP en clair. Vous avez un exemple, un imprimé écran ici, qu'on a utilisé avec un logiciel de déchiffrement qui nous permet de sniffer le réseau, de voir en clair ce qui passe sur notre RAM réseau, puis voir ce qui se passe. Donc, on a les différentes colonnes ici qui nous indiquent ce qui se passe sur le réseau, puis on peut voir l'information à droite passer en clair. Comme par exemple, voir un nom d'usager, un mot de passe passer complètement en clair quand vous essayez de vous connecter à un endroit. Donc, s'ils ne sont pas cryptés, regardez ce qu'on voit dans la partie droite, on les voit vraiment passer en clair. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. Run. Sur, par exemple, si je vais sur Internet, ici, vous pouvez aller dans Google, faire une recherche sur Wireshark. Wireshark, c'est un logiciel qu'on utilise au cégep pour sniffer, pour tracer les trames réseau qui passent. Donc, il y en a une version gratuite que vous pouvez utiliser. Donc, je vais vous montrer un exemple de ce qui se passe sur mon réseau. Si je lance Wireshark, qui est un logiciel qui nous permet de tracer vraiment là, nos communications réseau. Donc, si je vais ici dans Wireshark, je vais attendre qu'il rouvre. Je vais voir, par exemple, ma connexion Wi-Fi qui est disponible. Présentement, je suis branché en Wi-Fi. Si je clique sur mon Wi-Fi, je vais pouvoir aller voir ici apparaître. Regardez, on voit ce qui passe dans ma communication sans fil. Donc, on voit vraiment en clair, regardez dans la partie droite, là, si ce n'est pas chiffré, on peut voir, par exemple, passer les mots de passe, on peut voir passer les noms d'usagers, on pourrait voir passer vos transactions bancaires ou des choses comme ça s'ils n'étaient pas chiffrés. Mais évidemment, si on se connecte à un site HTTPS où on échange des fichiers avec FTPS, on ne pourra pas capable de voir ce qui va passer là, va être chiffré. Donc, ça va être très difficile à lire. Dans Wireshark aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on peut enregistrer tout ce qui passe sur notre réseau. Perfect. Puis après ça, le regarder tranquillement et essayer de découvrir des choses qui passent sur le réseau. C'est un peu ce qu'on va vous demander de faire. Pour le travail de cette semaine, on a enregistré, par exemple, des choses qui sont passées sur le réseau. On va essayer de vous demander d'aller trouver les noms d'usagers, les mots de passe puis les adresses IP qui ont été utilisées pour se connecter au serveur. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir essayer vous-même de vous connecter au serveur avec ce qui va avoir été tracé. Exemple, dans un Wireshark, on peut enregistrer et relire ce qui est passé sur le réseau. Donc, je vais fermer mon Wireshark ici, sans sauvegarder. Je vais retourner à mon PowerPoint. Donc, on peut analyser une communication chiffrée ici. On peut voir le protocole SFTP passer. Puis, on peut faire une trace de SFTP chiffré. On peut essayer de le regarder. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour aujourd'hui, pour ce qui est du chiffrement et du déchiffrement. Vous avez une liste de tous les sites web qui ont été utilisés pour vous faire ces petites explications-là. En fin de vidéo, je vais vous mettre la bande-annonce du fameux film qui va vous permettre, si jamais ça vous tente d'aller voir par curiosité ce film-là, qui va vous aider à comprendre comment ça fonctionnait dans la Deuxième Guerre mondiale, le chiffrement, le déchiffrement avec la fameuse machine. Donc, bonne fin de journée et n'oubliez pas qu'il y a un petit examen qui va se dérouler en ligne cette semaine. Je vous envoie toutes les informations par Mio très bientôt. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Que faisiez-vous pendant la guerre? Vous êtes bien attentif. Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté.
C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toute leur communication stratégique. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Messieurs, je vous présente Alan Turing. Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir. Vous deviez être populaire à l'école. On manque d'effectifs. Eh bien, nous allons recruter du monde. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible au moins? Non, moi il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Vous avez dit moins de 6. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie. Avez-vous déchiffré le moindre message allemand? Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là. Notre patience a atteint ses limites. Alan, tu n'as pas à affronter ça tout seul. Et si je ne l'aimais pas de cette façon? Vous ne pouvez le dire à personne. C'est illégal. Vous pourriez nous aider, mais vous ne le faites pas. Je ne suis qu'un mathématicien. Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font les choses que personne n'aurait imaginées.